Salut à toi. Tu cherches un fond de plan vectoriel pour ton projet d'archi. Sais-tu que l'on peut récupérer ou fabriquer un fond de carte de n'importe quelle partie du monde, et cela en n'importe quel format. Format SIG, en shapefile ou en geopackage pour continuer à travailler avec la toute puissance de la donnée, mais également en format AutoCAD DWG DXF pour les architectes, voire même en format Illustrator pour les artistes. Et bah c'est pile poil le sujet de cette vidéo. Nous sommes Sauvargeon du collectif Wildness is More, un groupe d'architectes, cartographes, graphistes et illustrateurs, et nous réalisons des cours vidéo pour QGIS et Blender. Checkez nos pages sur les réseaux, on est à peu près partout. Ok, pour ce cours, on ne passera pas à côté de l'indispensable OpenStreetMap, le service de cartographie collaborative mondiale où l'on retrouve à un niveau de précision qui dépend surtout de la zone étudiée et du nombre de contributeurs, mais dans la plupart des cas, c'est suffisant et très complet. Donc bon, récupérer un fond de plan, c'est possible, précis et facile pour n'importe quel endroit du monde. Ça l'est d'autant plus pour le territoire français, parce qu'en France, on a cette double chance. La première, c'est d'avoir l'IGN, l'Institut de cartographie nationale, qui servait surtout à faire la guerre. Pour ceux qui ne comprennent pas cette vanne, je vous invite à regarder mes vidéos d'introduction sur la cartographie. Mais bon, l'IGN qui possède une base de données cartographiques de Maboul. Bon, et deuxième chance, l'IGN a rendu la quasi-totalité de ces données en open source au 1er janvier de cette année, en début 2021. Ces données sont en open source, sous une licence gratuite, licence ne voulant pas dire payant. C'est la licence Etalab 2 qui permet d'en faire à peu près tout ce qu'on veut, même de revendre cette donnée, pour peu que vous y apportiez une petite plus-value. Pas à l'état brut, bien sûr, sinon ce serait trop simple, bande de petits pirates. Et on verra aussi, dans une autre partie de ces vidéos, en petit bonus, que l'on pourra, à partir de ces données de l'IGN, télécharger et fabriquer des courbes de niveau ultra précises. Bon, je sais que je fais toujours des introductions hyper longues, et cette vidéo ne déroge pas à la règle, mais je trouve ça hyper important d'expliquer le pourquoi avant d'expliquer le comment. Mais si vous en avez déjà marre, si vous n'avez pas trop le temps ou si ça ne vous intéresse pas vraiment, vous pouvez vous rendre directement ici, là où les choses sérieuses commencent, celle pour laquelle vous êtes venu ici. Ok, alors pour les autres qui sont restés, merci. Avant de détailler le programme de ces vidéos, on va faire un petit tour rapide par un site, par un service, qui permet déjà de faire tout ce dont on est en train de parler. C'est une solution bien connue des étudiants en architecture qui recherchent ces fameux fonds de plan en DWG. Mais à en croire les commentaires et questions que je vois passer sur les réseaux sociaux, a priori tout le monde n'est pas encore vraiment au courant. Ça s'appelle CADMapper, c'est à la fois génial et à la fois très 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 limité. On va surtout commencer par cet exemple pour voir ce que CADMapper permet et ce qui ne permet pas, mais aussi pour voir comment c'est fait pour à notre tour faire pareil, voire même faire beaucoup mieux. CADMapper c'est ça donc, ça comporte pas mal d'avantages. Avantage numéro 1, c'est vraiment très simple. Et comme OpenStreetMap, on y trouve le monde entier. Et c'est pas étonnant parce que CADMapper utilise les données d'OpenStreetMap. Dans cette série de vidéos, on va aller récupérer ces informations directement à la source, sans passer par ce service. Avantage numéro 2, c'est disponible directement en format AutoCAD, ou quelques autres formats d'archi si le DWG ne vous convient pas. On verra dans cette vidéo que pour convertir les fichiers SIG en DWG, nous, on utilisera un petit logiciel, petit mais costaud, et surtout gratuit et open source, nommé QGIS. Les vieux disent encore QuantumGIS. Avantage numéro 3, toutes les infos sont déjà réparties sur des calques dédiés.
On va avoir un calque pour les routes, un calque pour le bâti, etc. On verra que dans la méthode que je propose, c'est la seule tâche que l'on va devoir faire manuellement. C'est un peu laborieux, mais c'est pas si compliqué. Avantage numéro 4, on y trouvera des courbes de niveau. Bon, c'est un peu nul, c'est des courbes de niveau tous les 4 mètres. Et on verra que nous, on fera bien mieux. On fera des courbes de niveau tous les mètres, voire même pour les gros énervés de la topographie, on pourra aller jusqu'à des courbes de niveau tous les 20 cm. Ce ne sera pas une précision de géomètre, c'est sûr, mais bon, c'est un truc déjà pas mal. Donc, pas mal d'avantages, hein, mais vous vous en doutez sans doute, ça ne pouvait pas être si beau, il y a quand même quelques inconvénients. Inconvénient numéro 1, on ne peut pas changer le système de projection de sortie. C'est en UTM zone 31, enfin selon la zone du globe où on est. En France en tout cas c'est UTM zone 31. Bon, ça encore c'est pas très grave. Quoi? Vous ne savez pas ce qu'est un système de projection? C'est pas très grave. Mais si vous voulez savoir, je vous renvoie vers une autre de mes vidéos ici. Inconvénient numéro 2, on récupère le bâti, certes, mais pas les informations qu'il y a dedans. Bon, a priori, si votre plan c'est de convertir en DWG pour AutoCAD, c'est très certainement que ces informations ne vous intéressent pas vraiment. Mais dans OpenStreetMap, on trouve tout un tas d'informations intéressantes, comme le nom de certains bâtiments ou à quoi ils servent, mairie, église, logement, commerce, etc. Et c'est quand même hyper pratique pour une analyse de site en distanciel, comme on dit maintenant. Inconvénient numéro 3, et ça c'est un peu pareil que l'inconvénient numéro 2, mais comme on n'exporte pas les informations d'OSM, on n'exporte pas le nom des routes, comme on voit dans certains fonds de plan AutoCAD. Ça non plus c'est pas très grave, mais je le dis parce que c'est quelque chose qu'on va également faire. Et surtout, inconvénient numéro 4, tout ça c'est très bien, mais c'est gratuit que pour 1 km² seulement. Si vous voulez télécharger tout l'île, qui n'est pourtant pas une commune très grande, hein, 2 fois plus petite que Nantes en superficie, et ben même si vous voulez télécharger que le centre-ville de l'île, ça vous en coûtera un peu moins de 300$, soit plus cher que le prix de ces vidéos complètes et détaillées sur Udemy. Je vous mets le lien dans les commentaires pour ceux qui voudraient aller harder, better, faster, stronger, ou pour ceux qui veulent nous soutenir de vous filer toutes ces vidéos gratos. Un petit coup de pouce, c'est sympa. Bon, vous allez me dire qu'on trouve quand même quelques villes entières disponibles gratuitement, une sorte de package, et on y retrouve Lille, exemple que l'on va garder pour la suite de ces vidéos. On va essayer de faire un fond de plan de la commune de Lille. Mais les petits filous, sous couvert de nous dire que c'est pour simplifier les plans, dans ces cadeaux, on n'y retrouve ni les bâtiments, ni le parcellaire, ce qui nous intéresse quand même un peu pas mal, et on trouve juste que les voies d'eau et les routes. Super. Bon, et si malgré tout ça, CADMapper, ça vous convient, ben parfait. Si vous voulez plus, si vous voulez mieux, ou tout simplement si vous voulez ça gratuitement, on va voir plusieurs techniques pour faire ça. De toute façon, les données dont se sert CADMapper sont des données gratuites disponibles et open source sur OpenStreetMap. Alors, autant aller les récupérer directement à la source, on va voir comment. À vrai dire, on ne va pas regarder que OpenStreetMap, on va voir plusieurs techniques, mais également plusieurs sources de données possibles. Premièrement, on va aller voir du côté des portails open source. Certes, ce n'est pas disponible partout, que pour les villes et les métropoles, et encore pas toutes, mais des fois on y trouve des choses intéressantes que l'on ne trouve pas ailleurs. Deuxièmement, on va aller faire un tour du côté de cadastre.gouv, qui possède également un portail open data, tout le monde ne le sait pas. Ça c'est super, mais on y récupère uniquement le cadastre avec les bâtiments, mais pas les routes, pas les commerces,
ou les activités diverses des buildings que l'on va pouvoir récupérer. C'est pour ça que troisièmement, on va aller voir OpenStreetMap, la source, pour lequel il existe plusieurs plugins dans QGIS qui permettent de récupérer directement ces données selon un petit cadrage, par exemple. Mais nous, comme on est des fous, et puisque c'est gratuit, on va non pas récupérer 1 km² comme sur CADMapper, mais on va carrément télécharger tout un département. Et en 3 clics. Waouh! Quatrièmement, l'IGN, le Graal. Comme je vous disais en introduction, maintenant la plupart des données d'IGN sont open source, donc récupérables facilement, et on y trouvera tout. Enfin, tout pour le territoire français en tout cas. Mais bon, même s'il s'améliore de jour en jour, depuis que ces données ont été ouvertes et rendues disponibles, on verra qu'il reste encore pas mal de choses à faire pour améliorer l'expérience utilisateur. C'est ni très pratique, ni très feng shui, mais on verra également un moyen détourné bien plus pratique pour récupérer tout ça. Et enfin, cinquièmement, petit bonus, comme je vous l'avais promis, avant de tout compiler dans un fichier AutoCAD et de nous quitter, on va voir comment ajouter des courbes de niveau hyper précises. Bon, et une fois qu'on aura fait tout ça, bien plus qu'il n'en faut en réalité, on pourra assembler tout ça dans un petit fichier AutoCAD. Avant de commencer, petit point technique, pour ces vidéos tutoriels, on aura besoin de QGIS, évidemment. Je vous laisserai l'installer, il est gratuit et facilement trouvable sur internet, et facilement installable. Et on aura besoin également d'un logiciel qui écrit les DWG type AutoCAD. Bon, moi j'ai pas AutoCAD, j'utilise NanoCAD, qui est sans doute moins bien, j'en doute pas du tout, mais qui a l'avantage d'être gratuit. J'aurais pu choisir le chinois ZWCAD, j'ai choisi le russe NanoCAD. Choisis ton camp, camarade. Mais en tout cas, je vous rassure, ce sont de très bonnes copies d'AutoCAD, ultra bien faites. Ça reste donc tout aussi chiant qu'AutoCAD. LOL. Allez, on y va. L'open data, c'est bien, c'est open, c'est gratuit, il y a énormément de choses. On trouvera des choses hyper essentielles que l'on retrouvera nulle part ailleurs, comme la géolocalisation des moineaux ou les toilettes publiques semi-automatiques, véridiques. Le gros problème, c'est que, toutes les villes ne sont pas couvertes, selon les grandes métropoles et encore pas toutes. Nice, par exemple, 5e ou 6e ville de France par nombre d'habitants, capitale de la Smart City et de la vidéosurveillance policière, a le portail de données le plus nul que j'ai jamais vu. Vraiment, hein. Mais bon, bref, le principal problème, eh bien, c'est de savoir où chercher quoi. Par exemple, pour le cas du cadastre de Lille, on pourrait par exemple aller voir du côté du portail national, le fameux DataGouv. Mais bon voilà, ici on trouve essentiellement des données de l'INSEE, donc des données plutôt statistiques, et donc pas le cadastre. On pourrait aller voir du côté du portail open source de la région des Hauts-de-France. C'est un peu mieux que le portail de Nice, mais encore c'est vraiment pas top. Ou alors, on pourrait aller voir du côté du portail départemental du département du Nord. Et bien là, ah bah non, j'ai rien trouvé. Je pense qu'il n'existe pas ou pas encore. Bon bref, trêve de galijade. On va aller directement sur le portail de la ville de Lille, ou de la métropole plutôt. Et on va taper ici cadastre. Et en tapant cadastre, on va retrouver la liste des monuments historiques. Certes, c'est très intéressant, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le cadastre. On va retrouver également un truc de ouf, la DVF. C'est l'enregistrement des transactions financières avec la surface de vente et le prix. Bon, ça c'est génial, mais bon, ça nous intéresse pas trop.
Puis finalement, on va trouver les parcelles cadastrales. Bingo! Mais bon, si on regarde d'un peu plus près, ce cadastre a été publié en 2018, puis mis à jour en mars 2019. Bon, c'est bien, mais pas top. Ça date un peu. De toute façon, le cadastre, on va plutôt le télécharger sur cadastre.gouv. Il sera plus complet et plus à jour. Mis à jour tous les 4-5 mois, vous allez voir. Mais tant qu'on est ici, sur le portail de Lille, on va récupérer les limites communales. On les retrouvera également ailleurs, mais c'est toujours pratique de commencer par ça. On va donc taper limite, avec un S, tiens. Et oh, waouh, je voulais télécharger ça, limite administrative des communes de la métropole lilloise, mais en fait, on va peut-être plutôt télécharger la limite des quartiers de Lille et de ses communes associées. Bon, je savais pas qu'il y avait des communes associées, c'est pas bien grave. Et ici, si on regarde vite fait comment marche un portail Open Data, ou en tout cas ceux qui ont cette forme, c'est la forme d'Open Data Soft. Je ne détaillerai pas ce que je viens de dire. Mais en gros, on a plusieurs choses. On a bon, d'abord quelques petites informations, puis un aperçu cartographique de ce qu'on va pouvoir venir télécharger. Donc voilà, les différents quartiers de l'île plus les deux communes associées. Et on va pouvoir cliquer ici sur exporter, soit en format Excel, soit en un format géographique que l'on va pouvoir venir glisser dans QGIS. Le truc ici, c'est que je me dis que, tiens, je n'ai pas vraiment envie d'avoir les deux communes associées. Bon, ici c'est un petit jeu de données, mais des fois on peut pas, ou on ne veut pas, télécharger toute une base de données. Il y en a qui pèsent plusieurs centaines de gigas, vraiment. Donc on va venir faire un petit filtre. On pourrait passer par l'API, qui est un truc hyper fort, mais là, on va se contenter de dessiner un petit rectangle de sélection et on va essayer de sélectionner tout le monde, sauf les deux communes. Ici, dans ce cas-là, c'est assez simple, tellement simple que j'ai raté. Je vais donc recommencer. Décidément. Yop. Et une fois la sélection effectuée, je vais faire export. Et ici, une nouvelle colonne est apparue où on peut, en cliquant ici, télécharger tout le jeu de données, donc mes quartiers plus mes deux communes, ou ne télécharger que les données sélectionnées. Donc je vais plutôt faire ça. Ça c'était pour la colonne, maintenant la ligne, laquelle choisir. Eh bien, les trois premières lignes sont des formats plats, c'est-à-dire pas directement des formats géolocalisés ou géographiques. Donc on va plutôt aller chercher dans la deuxième catégorie. Et dans la deuxième catégorie, on pourra télécharger soit un KML, qui est un format qui ne sert pas à grand chose à part pouvoir rajouter ça dans Google Earth, le format Shapefile, qui est un format de boomer. Bon, on l'utilise plus vraiment aujourd'hui, mais par contre, on retrouve sur Internet encore plein de données en Shapefile, en SHP. C'est pour ça que c'est bien de le connaître. Puis, finalement, le format GeoJSON, à ne pas confondre avec le format GeoPackage, qui est le nouveau format du SIG, un truc hyper bien. C'est juste un JSON géographique. Alright. Voilà, une fois que j'ai téléchargé ce fichier, ben, j'ai juste à le glisser gentiment dans QGIS. Et hop. Voilà donc mes quartiers de l'île. Alors, c'est vraiment pas un cours de QGIS ici, mais vous remarquerez quand même qu'il y a une petite différence visuelle entre ce qu'on vient d'ouvrir et ce qu'on voyait ici. Vous voyez qu'ici, c'est un peu plus aplati et un peu moins gracieux.
Bon, bah ça c'est pas très grave, c'est dû au système de projection. Ici, en ouvrant QGIS un peu à la barbare, il m'a choisi un système de projection un peu au pif, qui est le 4326. On va juste venir cliquer ici et choisir par exemple le système de projection Lambert 93, dont le petit code est le 2154. Donc si vous ne l'avez pas là, vous avez juste à taper 2154 ici et on va l'appliquer. OK. C'est toujours pas la même forme que sur le web. Sur le web, on était en pseudo Mercator, mais le Lambert 93 est le système projection officiel du territoire français métropolitain, donc on va choisir lui. Ok, cool. Ce fichier de contour va nous servir surtout à nettoyer les autres données qu'on va télécharger. En gros, on va se servir de ça pour supprimer tout ce qui est à l'extérieur de ce contour. On va donc maintenant passer au parcellaire sur cadastre.gouv. Alors, pour le cadastre, si vous êtes assez vieux, vous vous souvenez sans doute de ce site atroce, donc cadastre.gouv.fr, où on récupérait difficilement une impression d'écran et encore d'une toute petite zone, vraiment l'enfer. Mais depuis la mission Etalab, dont le but est de rendre disponible le plus de données possible du territoire français, on trouve une autre version, non pas cadastre.gouv.fr, mais cadastre.data.gouv.fr. Vous allez voir, c'est un peu rude également, pas très user-friendly, mais ici, on peut récupérer le contenu d'une ville entière, voire d'un département entier. Pour faire ça, on va aller dans télécharger les données, cadastre Etalab, et on va aller voir du côté des millésimes disponibles en téléchargement direct. Bon, normalement on prend toujours le dernier, mais vous voyez déjà, un des avantages de ce site, c'est qu'on peut venir remonter comme ça dans le temps, jusqu'à juillet 2017. Bon, nous on va choisir la dernière version disponible, et on va également avoir le choix entre trois formats disponibles, deux avant. Un format en tiles, ça je ne vous en parle pas. On va retrouver le boomer shapefile où on va pouvoir télécharger le cadastre de la France entière ou par un département entier. Puis le petit nouveau GeoJSON. Ah, oups, non, c'est toujours GeoJSON, c'est pas GeoPackage, pardon. Où on va pouvoir télécharger la France entière par département ou par commune. Donc nous, on va plutôt aller voir par commune. Et c'est là que la magie s'arrête. On se retrouve sur un site un peu rude. En fait, c'est une page HTML sans mise en forme où on va se balader à l'intérieur des dossiers et des sous-dossiers. Ok, donc ici, les petits chiffres, c'est les chiffres du département, enfin des départements. Pour aller trouver l'île, on va donc aller dans le 59. Et ici, ce ne sont pas les codes postaux, ce sont les codes INSEE. Alors, si on ne sait pas quel est le code INSEE de l'île, eh ben, le plus simple, c'est de demander à Google. Ou à Wikipédia d'ailleurs. Et donc, le code INSEE de l'île, c'est 59350, qu'on va s'empresser d'aller chercher ici en faisant CTRL F, 53 ou 59350. Et voilà, ici on tombe sur la page de téléchargement où on va retrouver des trucs officiels administratifs chiants du cadastre comme les subdivisions, les sections, les préfixes ou les feuilles. Bon voilà, ça nous intéresse pas vraiment. On va retrouver également le bâti, 3 mégas, pas mal. Mais ça, on va aller le chercher ailleurs. On retrouve également les lieux-dits, pas mal également, mais on va également aller le chercher ailleurs. Nous, ce qui nous intéresse ici, la donnée que l'on trouvera nulle part ailleurs, c'est le parcellaire. Une fois téléchargé, j'obtiens ça, un petit fichier compressé. Que je vais m'empresser également de glisser dans QGIS.
Oups, je suis en train de me souvenir que j'avais comme projet de télécharger tout le département et de couper le cadastre avec cette couche que je viens de... Bon, c'est pas grave, on va quand même pouvoir s'en servir en venant couper le cadastre des deux petites villes à côté. Pour ça, on va faire taper ici couper. Si vous n'avez pas cette petite fenêtre ici, vous la trouverez dans traitement boîte à outils. Et on va lancer cette commande couper. On va lui dire de couper notre cadastre avec les limites, le fichier des limites de quartier et faire exécuter. Une micro-erreur s'affiche, c'est pas bien grave. La tâche est terminée, je peux fermer cette fenêtre et supprimer mon fichier original. J'ai donc maintenant le cadastre. Maintenant, ce que je voudrais faire, alors je pourrais garder ça comme ça, mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas tellement le cadastre, c'est surtout les îlots. Donc, j'aimerais fusionner, voilà, tout cet îlot-là, tout cet îlot-là. Bon, ça va faire des trucs un peu chelous ici et ici. Là, c'est bien le bazar avec la gare, je crois. Mais bon, ici, il faudrait sans doute nettoyer un petit peu à la main avant. On va dire que pour ce cours, ça devrait aller. Oh oui, c'est aussi le bazar là. On va aller chercher la commande regrouper. Et là, on n'a pas grand chose à faire que d'exécuter cette commande. Commande terminée, fermer cette fenêtre. Garder ou supprimer ma couche du parcellaire complet. Et voilà, j'ai là les îlots de l'île. Pour exporter ça sur AutoCAD, rien de plus simple, on va faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Ici, on va choisir AutoCAD DXF. Et pour le moment, on n'a pas grand-chose à surveiller à part le fameux système de projection qui ici est en 4326. On l'avait changé en 2154. Donc je vais rechoisir le Lambert 93. Parce qu'une fois exporté dans AutoCAD, QGIS va faire la conversion tout seul. Hein, il va calculer les transformations et les coordonnées des géométries. Mais une fois dans AutoCAD, eh ben, on ne pourra plus changer ça. Dernière petite option, on peut venir décocher ça si on ne veut pas qu'il nous le rajoute dans notre composition QGIS. Rajouter un DXF aussi, on va essayer juste pour voir. Rajouter un DXF, c'est nul parce qu'on perd toutes les données. Là, on peut toujours pas toutes les informations. Là, on peut toujours pas appuyer sur OK parce qu'on a oublié de lui dire où est-ce qu'on va enregistrer ce fichier. Je vais le mettre ici et je vais l'appeler parcellaire. Oh, j'aurais dû mettre îlot. Bon, tant pis. Bon, vous êtes sans doute pas habitué à QGIS, mais un des gros avantages de QGIS, ce sont les informations que l'on trouve ici. Clic droit, ouvrir les attributs. Bon, j'ai plus qu'une ligne, forcément parce que j'ai tout fusionné, mais on retrouvait ici des informations intéressantes ou pas. Ici, avec mon fichier DXF, eh ben, j'ai plus grand chose. Voilà, j'ai des données sur la géométrie, mais plus... Bref, on verra ça tout à l'heure avec un autre exemple. Ah bah si, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est retourner ici sur notre page de téléchargement et aller télécharger le bâti pour voir à quoi ça ressemble. Bon, et au-delà du fait d'avoir effectivement récupéré le bâti de la commune, on peut aller voir à l'intérieur les données qu'elle contient.
C'est-à-dire, encore une fois, pas grand-chose. Mais par exemple, on peut retrouver le nom de certains de ces bâtis. Et je voulais juste aller voir combien on en trouvait. Oups là. 373 noms de bâtiments. On va voir si OpenStreetMap fait mieux. Attention, suspense. Mais avant de passer à OSM, on remarquera également que sur cadastre.gouv, il y a plein de choses, mais il n'y a pas les routes. Même si on les devine, hein, entre les îlots, bien sûr, là où il y a du blanc, en gros, mais elles ne sont pas présentes physiquement dans aucun des fichiers. Pour trouver ces routes et un peu plus d'informations, on ira chercher ça du côté d'IGN. Mais encore une fois, on aurait pu tout prendre ici, hein, sur cadastre.gouv et s'en contenter. L'objectif de ces vidéos est de voir le maximum de sources et de techniques. Allez, du coup, on passe à OpenStreetMap. Alors, OpenStreetMap, OSM, c'est ça. C'est une base de données cartographiques vectorielles du monde entier, collaborative et open source. Collaborative, ça veut dire que si vous vous êtes inscrit au préalable, enregistré, bah, vous allez pouvoir modifier des choses sur cette carte. C'est un peu comme sur Wikipédia, quoi. En gros, tout le monde peut modifier, et du coup, on a une base de données assez conséquente. On retrouvera par exemple bon, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, ça existe, la géolocalisation des poubelles dans les villes, par exemple. Et donc, puisque c'est open source, eh ben, on peut également récupérer toutes ces informations. Alors, on peut les récupérer ici en faisant export. Je vais me rapprocher de l'île. En faisant export et en appuyant sur ce petit bouton d'exportation. J'espère qu'il va me prévenir. Yes. Sauf que, vous voyez, ici, je fais une petite requête hein, du centre-ville, mais c'est trop gros pour passer par mon navigateur web. C'est pas comme CADMapper, c'est pas parce qu'il veut que je paye, c'est juste que c'est la méthode de téléchargement qui ne convient pas. Une deuxième solution assez séduisante serait d'utiliser l'un de ces deux plugins, Quick OSM ou OSM Downloader, plugin de QGIS. Hein. Le premier ayant l'avantage de pouvoir filtrer les requêtes qu'on va faire, si on cherche uniquement les bars, par exemple, ou les poubelles, encore une fois, et qu'on ne veut pas télécharger tout le département ou toute la région. Et le deuxième, gros avantage également, c'est de mettre en forme les données qu'on va télécharger. Parce que oui, si vous n'êtes pas habitué à QGIS, vous allez voir que par défaut, il nous ouvre les fichiers avec une symbologie et une représentation totalement aléatoire et illisible. Donc ce petit plugin va nous mettre en forme tout ça pour que ça ressemble exactement à la mise en forme d'OpenStreetMap, que vous pourrez bien sûr modifier par la suite. Mais bon, puisque l'objectif c'est de mettre tout ça sur AutoCAD et donc de perdre une mise en forme sophistiquée qu'on aurait pu faire sous QGIS, bah c'est pas bien grave. On va donc nous utiliser une troisième solution qui est de passer par ce site là. Bon, je ne parle pas de ces deux-là. Hein. Ce site-là, GeoFabric, où on va pouvoir télécharger littéralement le monde entier. On pourrait venir télécharger toute l'Europe, par exemple. On en aurait pour 23 gigas de données. Mais on va plutôt se balader en France. Puis dans le Nord-Pas-de-Calais. Bah, je remarque au passage qu'ils n'ont pas mis à jour avec les nouvelles régions, ou en tout cas les nouveaux noms des régions. Et sur cette page, on peut télécharger plein de choses.
ne va pas cliquer sur le premier lien, mais sur le deuxième, où c'est bien marqué SHP. Et voilà, là ça peut être un petit peu long, il y en a, ça pèse 346 mégas, et ça a été modifié il y a 9 heures. Donc là on est en train de télécharger une version à jour qui est vieille de 9 heures. Alors voilà, une fois téléchargé et décompressé, on obtient ça. Voilà tout ce qu'on peut récupérer dans OSM, les bâtiments, les commerces, les zones de végétation ou un espèce de plan d'occupation des sols par usage, usage commercial, résidentiel, agricole, etc. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les bâtiments. Et cette information va se cacher derrière ce nom bizarre. Oups, il était là en premier. Et pour l'ouvrir, encore une fois, eh ben, on va juste le faire glisser gentiment dans QGIS. Au passage, je vous présente l'ancien format SIG le shapefile, le SHP, voilà, qui vient avec plein de petits d'autres types de fichiers qu'il ne faut absolument pas supprimer. Par exemple, si vous supprimez celui-là, le .dbf, il y a de fortes chances, ou le PRJ par exemple, il y a de fortes chances que votre fichier ne s'ouvre pas, donc je vous conseille de ne pas toucher aux autres. Et celui-là, on va l'amener dans QGIS. Et là, nickel, mais attention, pour rappel, on vient de télécharger l'intégralité des bâtiments de la région. Bon, mon QGIS est un peu mou, mais j'ai l'impression que c'est parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Normalement, ça va un peu plus vite. Ok, du coup, on va refaire l'opération couper pour ne garder que les bâtiments à l'intérieur des quartiers de l'île. Alors voilà, ici ça peut être un tout petit peu plus long, je vais sans doute accélérer la vidéo. Oh, quoique, ça a l'air d'aller. Opération terminée, je peux fermer cette fenêtre, puis supprimer ma couche qui vient d'OSM. Et voilà mes bâtiments. C'est donc toujours pas un cours de QGIS ici, mais avant de passer à la suite et d'exporter ça sur AutoCAD, je voulais juste vous montrer ce que l'on va perdre en convertissant tout ça en DXF ou en DWG. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ici les bâtiments par type d'usage et d'occupation, les appartements, les cathédrales, les lieux publics, les parkings, les bureaux, etc. Et je voulais également vous montrer, encore une fois pour la petite blague, le nombre de bâtiments de l'île qui comportent un nom sur OSM. Oups. Donc un petit peu moins de 1200, soit 4 fois plus que sur cadastre.gouv. Bon, vous voyez donc la puissance d'OpenStreetMap. Bon et voilà, ben, on n'a plus qu'à exporter cette couche en DXF et l'ajouter bingo again. Voilà, on aurait pu récupérer également les routes ici hein, sur OpenStreetMap, elles sont pas mal. Mais pour ça, on va aller voir du côté de l'IGN. Donc pour exporter comme tout à l'heure, fichier, exporter, sauvegarder les entités sous, choisir un nom et évidemment faire gaffe à bien choisir le même système de projection que tout à l'heure.
En vrai, on n'est pas du tout obligé d'utiliser Lambert, on pourrait utiliser le WGS84 ou le pseudo Mercator ou n'importe quel autre système de projection que vous voulez. Le problème, c'est qu'il faut absolument que vous exportiez toutes vos couches dans le même système de projection. Sans quoi, elles ne se superposeraient pas. Se superposeraient pas dans les coordonnées, mais également dans la distorsion des formes. En gros, il serait impossible sur AutoCAD de superposer deux couches qui n'ont pas le même système de projection. Donc, on choisit celui qu'on veut. Moi, j'ai pris Lambert, sans doute en hommage à Gérard Lambert. Non, je rigole. Et on va donc aller récupérer les routes sur l'IGN. Oh oui, pardon, j'avais oublié de vous montrer. J'ai refait les courbes de niveau tous les 1 mètre et voilà à peu près ce que ça donne. Sous QGIS. Et voilà, et c'est vraiment pas mal. Mais également sur AutoCAD en 3D. Et même, j'ai parlé de Rhino tout à l'heure pour modéliser le terrain. J'ai bugué. On peut faire ça très bien sous Blender. Bref, je voulais également vous dire que dans cet exemple, on s'est beaucoup appuyé sur l'IGN, notamment dans les dernières étapes. Si vous souhaitez réaliser la même chose pour un territoire en dehors de France, soit il faut que vous cherchiez un équivalent à IGN pour le pays que vous souhaitez, et ça existe forcément. Ce qui existe peut-être moins, en revanche, c'est un accès facile et libre à ces données en open source. Mais dans tous les cas, vous pouvez tout faire avec OpenStreetMap, qui lui ne connaît pas les frontières administratives. Pour les courbes de niveau, vous pouvez aller voir du côté des SRTM de la NASA, c'est à peu près le même système que ce qu'on a pu voir, ou voire même de la mission Copernicus européenne, l'espèce de NASA européenne. Ce sera un peu moins précis que ce qu'on a pu voir juste avant, mais ça restera tout à fait satisfaisant. Anyway, une fois qu'on a tout ce dont on a besoin, se peut que le vôtre ne ressemble pas tout à fait à ça, mais c'est pas bien grave. Alors voilà, on y retrouve les limites des quartiers de l'île, les courbes de niveau tous les 1 mètre, les routes récupérées sur l'IGN et quelques données récupérées sur OpenStreetMap comme les rails. Attendez, je vais cacher les courbes de niveau pour qu'on y voit un peu mieux. Les rails d'OpenStreetMap. Dans la couche Land Use, ici j'ai laissé les noms originaux des fichiers si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Ici dans Land Use, j'y ai retrouvé les espaces verts, donc les parcs et les forêts ou les pelouses. Voilà. D'autres éléments naturels comme l'eau. Et évidemment les bâtiments qu'on a fait ensemble. Enfin, dernière information, j'ai le parcellaire sous la forme d'îlot, voilà, caché derrière mes bâtiments. Voilà, on n'a plus qu'à compiler. Et donc pour la compilation, il y a deux méthodes, même si on les a toutes les deux déjà entrevues, chacune d'elles. On va quand même refaire un petit point. En gros, si on a travaillé un tant soit peu la mise en forme de nos éléments et qu'on veut garder ça dans notre fichier AutoCAD, on va utiliser la méthode exporter le projet en DXF comme ce qu'on a fait pour les noms de route. L'avantage, en plus de garder la symbologie, c'est qu'il va également nous garder les calques directement. Dans QGIS, ça s'appelle une couche, mais en gros, chaque couche QGIS va devenir un calque AutoCAD. Et c'est une méthode de flemmard, certes, qui n'est pas très compliquée, mais il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Deuxième méthode, si on s'en fiche de la mise en forme, eh bien on peut également exporter couche par couche, calque par calque, puis les assembler dans AutoCAD. L'avantage, c'est un petit peu plus long, mais c'est plus sûr et plus simple à comprendre. On commence donc par la première méthode, on l'avait déjà un peu vu, ça va se passer ici, mais avant il faut qu'on comprenne un truc dans QGIS. Quand vous êtes sur AutoCAD et que vous dézoomez ou que vous zoomez,
C'est comme si vos yeux avançaient ou reculaient sur un objet qui ne bouge pas. Ici, ma largeur de ligne ne change pas. Dans QGIS, si je zoome, voilà, jusqu'à mes îlots, vous voyez ici, mes routes sont représentées par des traits assez fins. Quand je dézoome, eh ben, mon trait apparaît de plus en plus gros, jusqu'à passer par-dessus mes îlots quasiment. En vrai, dans QGIS, la taille des éléments ne bouge pas. Si ici ma route fait 2 pixels de large, quand je dézoome, elle en fera toujours 2 pixels. Ce qui change, c'est le fond, en gros. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans QGIS, quand on zoome ou qu'on dézoome avec la molette, on ne vient pas vraiment zoomer, mais on vient changer d'échelle. C'est ce qu'on voit ici, en bas à droite. Ici, je suis à 1/8 millième. Et si je dézoome en arrière, je passe à 1/16 millième. Et ainsi de suite. Et pareil en avançant. Ici, je suis à l'échelle 1 pour 1000. Ce petit comportement par défaut, on peut le changer en venant cliquer ici, sur le petit cadenas qui va venir bloquer cette échelle. Et maintenant, quand je vais zoomer ou dézoomer, toujours avec la molette, je viens changer cette valeur de zoom. Là, je suis à un zoom de 10%, ce qui est mon maximum, ou mon minimum. Je ne peux pas dézoomer plus. C'est entre autres pour ça assez chiant. Et à l'inverse, je peux venir zoomer jusqu'à 1600, je crois. Voilà, 1600%. Et donc, avec cette option cochée, plus je m'approche de mes traits, plus ils paraissent gros à l'écran. En vrai, normalement, dans QGIS, quand on travaille, on règle la symbologie en ayant en tête, à peu près, l'échelle de sortie de notre carte. Donc, on va remettre le zoom à 100, décocher cette petite option et se mettre, par exemple, au 1/4 millième. On va dire que ça va être notre échelle de sortie. Quand on va vouloir exporter ça, on va donc aller dans Projet, Importer, Exporter, exporter le projet en DXF. Et ici, on peut venir régler plusieurs choses. Premièrement, les couches que l'on veut exporter. Par défaut, celles qui sont visibles dans notre composition seront exportées et celles qui ne le sont pas, pas. Deuxième petite option, si on ne veut exporter que le cadrage en cours, donc ce que je vois ici à l'écran, et non pas tout mon plan, je peux venir activer ou désactiver cette option. Exporter seulement les entités visibles sur l'emprise de la carte. Puis, troisième option, si je coche cette case, je vais exporter mes éléments et leur largeur de ligne à cette échelle que j'ai choisie. Donc ici, je vais mettre 4001/4 millième, comme ce que j'avais réglé ici, pour que mon fichier AutoCAD ressemble à ça. Bon, je n'en parle pas, mais on peut également régler l'encodage du texte. Ici, on n'en a pas, tant pis. Et évidemment, le système de projection, je vais le laisser en Lambert 93 pour voir ce que ça donne. J'ai plus qu'à spécifier un nom et cliquer sur OK. L'export est terminé. Et donc ici, j'ai bien exporté mon fichier avec des largeurs de ligne, donc ici mes routes, sur des calques différents. Et avec le cadrage que j'avais choisi dans QGIS. Le problème ici, c'est qu'il me manque pas mal d'informations. Notamment mes bâtiments et mon parcellaire. Là, je n'ai vraiment que mes routes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas si c'est un bug ou quelque chose que je ne comprends pas. Mais dans ces options-là, ici, quand on choisit le système de projection, QGIS ne vient pas recalculer le système de projection de toutes les couches. Si je me balade là sur le nom d'une couche, vous voyez, c'est écrit EPSG 4326. Sur mes routes, en revanche, celles que je vois à l'écran, c'est écrit 2154. Et sur toutes mes données qui viennent d'OpenStreetMap, 4326. Donc ici, le problème, c'est qu'il m'a bien tout exporté. Il faudrait que je trouve quelque part... voilà, quelque part dans mon écran,
il m'a exporté une partie de mon plan cadastral à l'endroit où on était tout à l'heure, et l'autre partie totalement ailleurs. Alors pour résoudre ce problème, eh ben, c'est un peu chiant, mais il faut réexporter les couches dans le bon système de projection. Celle-là, par exemple, est en 4326. Je vais la réexporter en 2154. Il n'existe pas d'option dans QGIS pour lui dire directement change-moi le système de projection et tout ça. Il faut le faire à la main. Mais c'est pas très compliqué. On va faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Bien choisir le 2154 ou le 4326. On pourrait. En fait, il faut juste que tout le monde soit pareil. Et en fait, je suis en train de me dire qu'il n'y a que celui-là qui n'est pas comme les autres. Donc on va plutôt réexporter celui-là en 4326. Je l'ajoute à ma carte. Et plutôt que de refaire toute la mise en forme que j'avais avant, je viens faire clic droit, style, copier, clic droit, style, coller. Et je peux supprimer ou cacher celle-là. Je vais juste la cacher. Maintenant, je vais refaire un export. Et ici, au lieu de Lambert, eh ben, je vais choisir le fameux 4326. Forcer la sortie 2D si je veux garder mes épaisseurs de trait. Et voilà, j'ai bien mon cadastre avec la mise en forme, couleur et épaisseur de trait. Tiens, sans doute que les îlots n'ont pas été coupés puisqu'il s'agit, rappelez-vous, il s'agit de la même entité. On est venu tout regrouper. Et on est avec cette projection un peu bizarre. Vous voyez, tout a l'air tordu en biais. Et donc ça, c'est le système de projection 4326. Donc c'est pas vraiment l'idéal. Deuxième technique, donc, même si j'ai un peu la flemme de la faire en entier, mais on va exporter couche par couche. Donc je vais commencer par exemple par le parcellaire et faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Ici, plusieurs choses que je vais pouvoir régler. On va se mettre premièrement déjà en AutoCAD DXF, forcément. On va choisir ici le système de projection, encore une fois, Lambert 93, 2154, pour garder cette mise en forme là. Troisièmement, on va pouvoir régler l'encodage du texte. Bon, ici on n'en a pas, on s'en fiche. Si on avait sélectionné que quelques bâtiments, on aurait pu cocher cette option pour n'exporter que ce qui a été sélectionné. Sinon, soit on exporte la totalité de ma couche de mon calque, soit on active cette quatrième option et on clique ici, étendue du canevas de la carte. Il vient calculer automatiquement les 4 coordonnées de ma fenêtre, les applique ici et va venir tout couper. Puis, dernière option, je vous ai un tout petit peu menti. Ici, on va pouvoir régler, savoir si on n'exporte pas la symbologie ou si on exporte la symbologie de l'entité avec, encore une fois, l'échelle. Pourquoi je vous ai menti? Parce qu'en fait, cette option ne fait pas tout à fait la même chose. Ça va exporter très bien les couleurs, par exemple, mais pas du tout les largeurs de traits. Une fois que j'ai fait ça, je peux décocher cette case et choisir un nom d'export, parcelle, et cliquer sur OK. L'export est un tout petit peu plus long. Et donc ici, j'ai bien mes parcelles avec leur symbologie. Bon, c'était une symbologie pas très compliquée, c'était la même couleur pour tout le monde, en un gris 253. Je vais exporter également les bâtiments et on va voir comment fusionner les deux. Bon, avant de faire ça, je vais sélectionner tous mes îlots et les coller sur un calque dédié. Et je vais faire la même chose pour les bâtiments qui, eux, ont un petit dégradé du gris au rouge en fonction de leur usage.
Voilà donc mon bâti et son dégradé de rouge-gris en polygone fermé, représenté sur AutoCAD sous la forme de hachures. Je vais donc venir copier tout ça, CTRL-A, CTRL-C, recréer un nouveau calque, et faire coller avec les coordonnées d'origine pour bien coller à la même place. Et du coup, si on ne s'est pas trompé dans le système de projection, on devrait voir nos bâtiments apparaître sur nos îlots. Tant qu'on est sur les bâtiments, ici ils sont sous la forme polygonale de hachures en plein. Si on les veut en filaire, bon, je suppose que c'est possible de le faire directement ici dans AutoCAD ou sur NanoCAD, mais on peut également le faire dans QGIS. Assez simplement en allant chercher la commande convertir. On trouvera la commande convertir le type de géométrie qui sert à convertir n'importe quel type de géométrie en une autre. Mais on a également une commande dédiée convertir des polygones vers des lignes. Ça fait exactement la même chose. Il n'y a absolument rien à régler. Exécuter et venir réexporter tout ça, toujours en 2154. Et voilà mes contours de bâti. Voilà, c'est exactement la même chose pour toutes les autres couches. Travail fastidieux, je vous ai dit. Et voilà, à vous de jouer. C'est fini pour ce tuto. La vidéo était un peu longue pour quelque chose qui se fait normalement en 10 minutes top chrono. Mais je voulais vraiment vous montrer plusieurs techniques pour faire ça. J'espère vous avoir appris des choses. Confucius disait un truc du genre quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner une fois un poisson. Alors voilà, j'espère vous avoir appris à pêcher et j'espère que dorénavant vous ne demanderez plus sur Primo Archi ou Anticharrette tel DWG de telle ville, mais que vous le fabriquerez vous-même. Et faites gaffe, je surveillerai. Non, je rigole.